partie de cette émission spéciale consacrée à la visite du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, en France. Je vous le rappelle, le chef de l'État congolais rencontre ce mardi à l'Élysée son homologue français François Hollande, un événement que nous suivons en direct grâce à nos envoyés spéciaux à l'Élysée, à Paris. Et nous a rejoint sur ce plateau Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, bienvenue. Merci beaucoup. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste Alfred Chango. Brice Nzamba, quelle importance selon vous revêt cette rencontre entre les deux chefs d'État ? Oui, il faut dire que donc, le président Denis Sassou Nguesso déjà vient pour espérer faire passer son projet, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui au Congo, il se joue quelque chose de très important, notamment soit le changement de la Constitution ou l'alternance. Donc le président François Hollande a toujours eu une position qui est très claire là-dessus, et donc le fait de ne pas être passé par le Congo-Brazzaville lors de son périple en Afrique permet aujourd'hui, en tout cas aux deux chefs d'État, de discuter certainement des questions qui sont aussi à la périphérie, notamment la sécurité de la sous-région, la question de la Centrafrique, mais à mon avis, la question la plus importante est celle de la Constitution. Je vais vous interrompre, Brice Nzamba. On va aller tout de suite à l'Élysée, donc à Paris, en France, suivre l'arrivée du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, donc à l'Élysée. Alors, les deux chefs d'État sont dans la cour de l'Élysée, donc le président Denis Sassou Nguesso et le président français François Hollande. Les deux chefs d'État vont à présent s'entretenir donc sur les différents sujets qu'on a évoqués précédemment, donc la politique intérieure du Congo, la sécurité dans la région des Grands Lacs et en Centrafrique, bien sûr les partenariats économiques. Alfred, que sait-on des rapports entre le président congolais et le président français ? Alors Fanny, on vient de le voir, la poignée de main entre les deux chefs d'État, c'est toujours indicateur justement l'état des relations entre les hommes politiques. Là, en l'occurrence, on a vu que la première poignée de main, elle a été un peu hésitante. La seconde, elle a été beaucoup plus ferme au niveau du perron. Ça veut dire effectivement que on évacue la première tension justement de cette rencontre. Mais sinon, François Hollande a des relations vraiment d'homme d'État à homme d'État avec les chefs d'État africains. Il est sorti au fond de ce qu'était à l'époque la tradition élyséenne justement, d'un peu de prendre de haut les chefs d'État africains. Aujourd'hui, c'est vraiment des partenaires. Et puis il a essayé justement de sortir vraiment de la France-Afrique. Et ce qui lui permet effectivement de dire aux chefs d'État, comme il l'avait fait au sommet de la francophonie déjà, qu'on s'en souvienne, ou tout récemment au Bénin, de rappeler justement ce que sont les impératifs du bon gouvernement des États et du respect justement des constitutions. Donc ce sont des relations qui sont honnêtes, des relations qui sont franches. Et je pense qu'à partir de là, effectivement, les entretiens qu'ils vont avoir tous les deux vont être marqués de ce saut vraiment de la franchise et de la vérité. Brice Nzamba, vous êtes d'accord avec ce constat sur l'état des relations entre les deux chefs d'État ? Oui, il faut le dire déjà qu'en avril 2013, le président Denis Sassou Nguesso était déjà reçu à l'Élysée. Et donc, il faut dire que le président François Hollande se comporte comme ce que lui, il incarne la France. Donc, il y a des relations diplomatiques tout à fait cordiales qui prennent en compte aussi l'histoire qui lie la France au Congo, parce que c'est depuis bien longtemps, depuis la colonisation, l'indépendance. Donc aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que le président François Hollande veut à tout prix être le chef d'État qui essaie en tout cas de faire respecter les principes en Afrique, notamment le principe du respect de l'ordre constitutionnel. Donc je pense que ça va être un entretien franc. Et donc, dans la franchise, quand on a des amis, on leur dit la vérité. Et je pense que le président François Hollande, en tout cas, nous l'espérons, va dire la vérité au président Denis Sassou Nguesso, comme il a dit à l'époque au président Blaise Compaoré, en lui adressant une lettre qui le conseillait de ne pas changer la Constitution. Donc, nous pensons que l'entretien va être franc.
cordial toujours. Et donc, à l'issue de cet entretien, nous en saurons davantage, mais nous savons déjà que ça va être toujours dans le sens de la constance pour le chef d'État français là-dessus. Maintenant, il faut aussi dire que le chef d'État Denis Sassou Nguesso, en bon joueur, a d'abord préparé notamment un discours appelant au dialogue avant de venir en France. Donc, pour donner l'impression que, en tout cas, c'est un démocrate qui respecte le consensus et qui peut-être respectera le référendum, s'il y a un référendum. Mais sachant que toutes ces conditions, les conditions dans lesquelles le dialogue, le référendum sont espérant être tenus, sont biaisées. Donc le président Denis Sassou Nguesso a préparé le terrain, vient en France comme étant celui qui convoque un dialogue en donnant l'impression d'être bon joueur démocratique. Donc je pense que là-dessus aussi, il ne faut pas trop sous-estimer le chef d'État congolais. Et donc, il appartient aux Congolais, avec, on espère, l'aide de la France, de faire respecter le choix des Congolais. Alfred, ça ne pose pas un problème de souveraineté que le président français demande des comptes, comme ça, au président congolais, sur la politique intérieure congolaise? Fanny ne demande pas de compte au président Denis Sassou Nguesso. Non, le Congo est véritablement un État souverain. Simplement, ce sont des relations d'État à État, de partenaire à partenaire. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on se parle les yeux dans les yeux, franchement. Il ne sert à rien de biaiser. Tout comme Denis Sassou Nguesso peut dire justement à François Hollande un certain nombre des choses sur, par exemple, ce qui se passe en Méditerranée, sur l'implication, sur toute une série des choses, par exemple. Ça, c'est, j'allais dire, diplomatiquement faisable. Maintenant, la question interne du Congo relève évidemment des Congolais eux-mêmes. C'est à eux de décider si, et naturellement, comme le rappelait Brice Nzamba, que Denis Sassou Nguesso, c'est un animal politique, une bête politique, qui, avant de partir, effectivement, a appelé à ce dialogue qui commence bientôt. Au Congo-Brazzaville, il s'est présenté comme le garant de la paix. Il va soumettre 2 questions aux Congolais pour savoir si on change les institutions, si on respecte les termes constitutionnels. Mais il n'est pas le seul à l'avoir fait, puisque l'opposition aussi, j'ai vu que Mathias Nzon aussi a appelé justement à ces dialogues, mais avec, au fond, au bout du compte, le respect de la Constitution, puisque le mandat de Denis Sassou Nguesso expire en 2016. Donc, il n'y a aucune raison pour que le dialogue actuel ne puisse pas déboucher sur cela. De toute façon, lui-même, Denis Sassou Nguesso l'a laissé entendre qu'après les consultations qu'il a organisées, au fond, les uns et les autres ne sont pas d'accord sur la même chose. Et que donc, effectivement, à partir de ce dialogue, il tirera les conséquences, les conclusions qui s'imposent. Mais j'espère effectivement, très honnêtement, qu'il respectera la Constitution du Congo-Brazzaville. Il avait eu tout le temps, d'ailleurs, moi je dis, ça c'est un peu amusé la galerie, puisqu'il avait eu tout le temps, après sa réélection en 2009, de pouvoir organiser justement ce dialogue, ces questions-là, les soumettre au peuple congolais pour savoir s'il fallait continuer avec la même Constitution ou non. Et à ce moment-là, on aurait dit, mais on n'attend pas la dernière minute pour changer les règles du jeu. Dans le football, on ne change pas les règles du jeu en cours, justement, de partie. Messieurs, nous allons rejoindre tout de suite l'Élysée. Notre envoyé spécial Paul de Singwe s'y trouve et va nous donner plus de détails sur cette rencontre entre les 2 chefs d'État. Oui, Fanny, dans un premier temps, nous allons surtout parler de la délégation qui accompagne le chef de l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso. Eh bien, le président Sassou est accompagné du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Gilbert Ondongo, du ministre d'État chargé de la justice, Emmanuel Yoko, du ministre à la présidence chargé de l'aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, et du ministre de l'économie forestière, Henri Djombo. Nous avons donc pour accompagner le président congolais 2 ministres
d'État, un ministre chargé à la présidence et un ministre. La qualité de cette délégation en dit long sur les différents sujets qui peuvent être abordés au cours de cette audience. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de ce direct avec Marie-Angèle Touré et Babilas Boton. Il faut peut-être rappeler que même si nous informe que les deux présidents se sont parlé à plusieurs reprises ces derniers mois, ils ne se sont pas vus depuis le dernier sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était en novembre 2014 à Dakar, au Sénégal. Merci Paul. Donc c'était Paul de Singwe, envoyé spécial à l'Elysée à Paris. Brice Nzamba, notre envoyé spécial Paul de Singwe, donc qui se trouve à l'Elysée, nous indique qu'une importante délégation accompagne le président congolais. Qu'est-ce que cela implique d'après vous? Que les discussions vont porter sur divers domaines, sur les différents domaines de coopération? Oui, parce que quand le chef d'État congolais se déplace, il ne vient pas principalement pour la question notamment de sa survie politique au Congo. Il faut aussi venir pour contenter la France et donc venir en disant que nous venons avec toutes les possibilités d'investissement actuelles ou à exister un jour au Congo-Brazzaville. Et donc il vient avec soit des personnes, du personnel, des ministères qui peuvent donc traiter éventuellement avec les patronats, les différentes organisations patronales en France et qui peuvent faire aussi des propositions qui peuvent intéresser la France. Donc la délégation participe à cette stratégie de dire que nous sommes importants pour vous parce que nous avons des opportunités d'investissement importantes aujourd'hui et demain par rapport à tout ce qu'on découvre au Congo comme gisement qui peut faire le bonheur des entreprises françaises. Donc il y a toute cette stratégie de charme parce que là nous sommes en pleine opération de charme, il ne faut pas l'oublier. Donc le chef d'État congolais vient pour charmer l'Élysée et dans cette panoplie qui participe donc à ces charmes, donc les atouts charmes, c'est donc aussi des possibilités d'investissement et donc le fait que lui s'est vendant comme le garant de la stabilité, si vous voulez donc investir chez nous, moi je garantis la stabilité et je vous donne toutes ces opportunités avec les personnes qui m'accompagnent pour investir davantage au Congo-Brazzaville. Maintenant, il appartiendrait donc au chef d'État français de savoir que l'État étant une continuité, il n'est donc pas nécessaire que le chef d'État Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir pour que la France investisse au Congo. Donc le chef d'État actuel peut ne plus être là en août 2016. La France investira toujours au Congo parce que les liens qu'elle a tissés avec le Congo sont des liens indéfectibles et qui survivront aux chefs d'État successifs du Congo-Brazzaville. Alfred, vous êtes d'accord avec cette analyse de Brice Nzamba, stabilité politique contre investissement? Je pense que si Denis Sassou Nguesso misait sur cette équation-là, il aurait totalement tort. Il mésestimerait justement la capacité d'analyse et puis d'interprétation du président français. Vous savez, la diplomatie, c'est aussi un jeu de poker menteur. C'est un jeu où les uns et les autres, on vienne sur la table de négociation avec leurs atouts. Chacun défend naturellement ses intérêts. Et chacun sait aussi quelles sont les limites de l'autre. Et que donc là, en l'occurrence, effectivement, on peut miroiter cela, mais les Français ne l'ignorent pas. Ils ont une ambassade au Congo-Brazzaville, ils ont des services j'allais dire, de renseignement économique qui sont à l'ambassade du Congo à Brazzaville. Donc ils savent quelles sont les potentialités et les possibilités d'investissement au Congo-Brazzaville. Mais qu'à cela ne tienne, c'est de bonne guerre, effectivement, qu'un chef d'État qui vient en visite de travail soit accompagné de chefs d'entreprise ou de ministères, etc. Hollande l'a fait lors de sa mini-tournée en Afrique tout récemment. On l'a vu. Mais le plus important est ailleurs. Évidemment, il y a dans cette manière de faire de Denis Sassou Nguesso une adresse à la fois à l'opinion française, mais surtout à l'opinion congolaise. Pour dire, je suis toujours aux commandes, vous voyez comment je suis reçu à l'Élysée. Mais ça ne signifie pas nécessairement que le fait d'être reçu, et là pour le coup je suis d'accord avec Nzamba quand il dit, eh ben oui, le Congo, la France survivront aux deux chefs d'État. Demain il y aura d'autres qui arriveront, qui continueront justement ces relations-là, par-delà les aléas de l'histoire.
Alors, Brice, on va prendre un aspect particulier donc, de cette relation entre la France et le Congo. Il y a cette décision de la France donc, en 2010 d'annuler la dette du Congo. Est-ce que c'était une étape importante pour justement le redressement économique du Congo? Oui, il faut dire que c'est une décision qui est importante de toute façon pour les finances du Congo. Et ma foi, ce n'est pas la première fois que la France annule des dettes du Congo. Alors, c'est une décision importante qui montre l'intérêt de la France pour le développement économique du Congo. Notamment, l'argent qui était affecté au remboursement de la dette va servir, en tout cas la France l'espère et les Congolais aussi l'espèrent, va être affecté notamment dans des secteurs soit de création d'emplois, d'industrialisation ou autres. Alors, la réalité, les Congolais le savent parce que la vérité, c'est que cet argent qui était affecté au remboursement de la dette, malheureusement, on ne voit pas concrètement sur le terrain l'utilisation de cet argent dans l'intérêt des Congolais. Donc pour la France, en tout cas, c'est un geste diplomatique intéressant parce que ça parle à l'opinion, déjà à l'opinion publique française, disant que bon, nous sommes toujours aux côtés de l'Afrique pour aider l'Afrique, et aussi pour les populations africaines, donc congolaises, pour dire que nous sommes prêts à vous aider. En revanche, le gouvernement congolais, on a parlé tout à l'heure du problème de bonne gouvernance qu'on a au Congo-Brazzaville. Cet argent, finalement, sert les intérêts des particuliers. Et il suffit d'être à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour voir ceux qui sont proches du pouvoir, comment ils profitent notamment de cet argent, qu'ils viennent du pétrole ou qu'ils viennent notamment des économies qui sont faites sur l'argent qui était affecté au remboursement de la dette. Alors, en tout cas, je pense que c'est une bonne décision parce que demain, s'il y a un gouvernement responsable aux affaires, donc cet argent qui va être donc réaffecté ailleurs, servira à ces gouvernements pour pouvoir élever le niveau de vie des Congolais et nous travaillerons dans ce sens. Alfred, on a bien compris l'importance de cette annulation de la dette pour le Congo, mais quel est l'intérêt de la France quand elle annule une telle dette? Fanny, alors, je vais répondre en prenant un détour. On voit dans quelle situation se trouve la Grèce aujourd'hui. C'est dans la même situation où se sont trouvés beaucoup de pays africains dans les années 80, 90 à 2000. Et il a fallu justement que le Fonds monétaire et la Banque mondiale inventent cette initiative pays pauvres très endettés, PPTE, pour éviter justement que les pays étant étranglés par le service de la dette puissent justement repartir sur de nouvelles bases. Or, aujourd'hui, pour la Grèce, effectivement, c'est problématique parce qu'on ne lui donne pas cette occasion, mais on y arrivera à tous les coups. Maintenant, pour la France, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que une fois qu'on a annulé cette dette-là, et qu'on a décidé l'allocation, l'affectation de ces fonds destinés au remboursement à d'autres secteurs, on repart sur de nouvelles bases. Et notamment en termes d'investissement, en termes d'assainissement, j'allais dire juridique, la mise en place des mécanismes juridiques de soutien justement à la nouvelle donne économique, pour permettre aussi l'ouverture des marchés à des entreprises françaises. Et en même temps, pour amener à la bonne gouvernance. Malheureusement, effectivement, aujourd'hui, la bonne gouvernance en ce terme-là de la remise des dettes est problématique, pas seulement au Congo-Brazzaville, mais dans la plupart des pays africains où ça a été annulé. On se pose quand même beaucoup de questions, de voir aujourd'hui encore que dans un certain nombre de secteurs, ça ne profite pas aux populations. La croissance, elle est revenue, et quand la croissance revient macroéconomique, c'est bon pour les affaires, pour les entreprises françaises, pour les entreprises étrangères qui investissent au Congo-Brazzaville. Maintenant, il faut qu'il y ait des retombées pour les Congolais, et c'est là où le bas blesse. Alors, Brice Samba, il y avait une période où les investisseurs français étaient un peu frileux à l'idée de venir au Congo. Est-ce que vous pensez que cette tendance s'est inversée aujourd'hui ? Oui, il faut dire que les investisseurs ont besoin des garanties. C'est-à-dire que pour investir dans un pays, il faut d'abord qu'il y ait de la sécurité juridique. Parce que souvent, on nous parle de la sécurité des biens et des personnes. Mais la sécurité des biens et des personnes est garantie d'abord par la sécurité juridique. C'est-à-dire la capacité d'avoir une justice qui fonctionne, des lois qui sont respectées, et ça, c'est important. Donc, il peut arriver que les investisseurs considèrent, et c'est pas faux, on le voit sur le terrain, que cette sécurité n'est pas toujours assurée.
Donc en ce moment-là, ils sont frileux, ils ne veulent pas investir pas seulement au Congo-Brazzaville, mais même dans d'autres pays. Donc une fois qu'ils espèrent ou ils constatent qu'il y a une sorte de frémissement de retour à cette sécurité, en ce moment-là, ils peuvent revenir. Donc nous disons, nous, que la vraie garantie pour les investissements, c'est l'état de droit. Voilà, c'est un pays où il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de garantie. Et il ne faut pas être étonné que les investisseurs responsables ne peuvent pas investir dans un état où le droit ne règne pas. Donc c'est pour cela que, pour nous, le retour à un ordre démocratique où c'est le droit qui règne est très important. Parce que dans un état de droit, les investisseurs savent qu'ils peuvent s'en tenir à des lois qui sont respectées, il y a des retours qui sont effectifs, il y a des services de police qui servent le droit et pas les intérêts des particuliers. Au Congo, on en est encore là. Et je pense que ces investisseurs devraient, par le biais des organisations patronales françaises, passer le mot, en tout cas, je dirais le mot certainement auprès des hommes politiques français, pour que cela soit dit, pourquoi pas aujourd'hui, lors de l'entretien que le chef d'État français a avec le chef d'État congolais, pour que finalement, ces conditions soient réunies. Même si moi, personnellement, je suis plutôt dubitatif, parce que quand on est congolais, quand on est sur place, même des investisseurs congolais, avant de parler d'abord des investisseurs français, les investisseurs congolais, il y a beaucoup de Congolais de la diaspora qui souhaitent investir au Congo, mais qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours corrompre, et quand on n'est pas de la bonne obédience politique, c'est pas toujours évident. Et donc nous demandons qu'il y ait un état de droit effectif au Congo, pour que déjà les investisseurs congolais qui aiment leur pays, qui veulent investir, puissent être sécurisés dans leur investissement, dans leur déplacement, et qu'ils aient un recours judiciaire effectif. Une fois que cela est fait, on peut penser aux investisseurs étrangers, parce qu'il faut d'abord développer un capital local avant que de penser au développement du capital étranger, même si on est en pleine mondialisation et libéralisation et que tous les capitaux sont les bienvenus. Alfred, vous êtes d'accord, c'est la sécurité juridique qui permet d'attirer les investisseurs, de les sécuriser en quelque sorte ? C'est très important, la sécurité juridique. Ça va avec la stabilité politique, ça va avec la paix. Or, si on a la paix et que on n'a pas la sécurité juridique, c'est très difficile pour les investisseurs, à moins d'avoir des garanties justement de retour sur investissement. Mais ma foi, les investisseurs aiment aller dans des endroits où ils ne seront pas embêtés. Ils savent qu'il y a un code, des codes qui existent, des investissements, code, j'allais dire, des impôts, etc. Tout ce qui permet au fond de savoir que je pose mes billes quelque part, je vais avoir ce retour sur investissement, je vais laisser la part de l'État sur place et donc je peux y aller tranquille. Ça, c'est pour n'importe quel entrepreneur. Je pense effectivement, Nzamba a raison de dire que malheureusement, lorsqu'on met en place les codes des investissements et des choses comme ça, on vise toujours en Afrique, et là en l'occurrence au Congo-Brazzaville en particulier, puisque nous parlons du Congo-Brazzaville, on vise toujours les investisseurs étrangers. On ne voit pas les investisseurs nationaux qui doivent être le premier à être protégés juridiquement. Quand ils investissent, ils placent leur argent, ils veulent créer justement des entreprises, créer de l'emploi, qu'ils soient sûrs justement qu'ils ne vont pas tout perdre parce que, ben oui, il y a la corruption par-ci, il y a des tracasseries administratives par-là, policières par ici, etc. Donc il faut effectivement que ce soit à la fois les investisseurs nationaux, les investisseurs étrangers, que tout le monde se retrouve justement dans cette sécurité juridique. Alors messieurs, mis à part bien sûr cette coopération économique, le Congo et la France coopèrent notamment au niveau de la sécurité. Les deux chefs d'État devraient d'ailleurs s'entretenir sur la situation en Centrafrique et la situation dans la région des Grands Lacs. Alors retour sur le rôle de médiateur du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, dans cette région des Grands Lacs. Compté parmi les doyens des présidents africains, il a notamment endossé le rôle de facilitateur en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Lisa Siakizimana. Le président Denis Sassou Nguesso, un médiateur pour la paix. Depuis le début de la crise centrafricaine en mars 2013, le président du Congo n'a pas ménagé ses efforts pour apporter sa compétence de facilitateur.
Il a également engagé plus de 500 soldats dans la mission de consolidation de la paix en Centrafrique, avec parfois des pertes en vies humaines. Le sacrifice de nos enfants n'est pas vain. Ils étaient en Centrafrique, en mission de sécurité collective. Ils y étaient en mission de paix. Nous ne pouvions pas ne pas nous engager aux côtés d'autres États à travers la CEMAC, la CAC, l'Union africaine et l'ONU pour prendre les rôles évidents que le Congo devait y jouer. En Centrafrique, le président congolais Denis Sassou Nguesso a joué la médiation entre les différents acteurs de la crise, à savoir les ex-Séléka, les anti-Balaka et d'autres groupes armés, ce qui a abouti à des accords de cessez-le-feu de Brazzaville signés le 23 juillet 2014. Il a cherché à réunir les acteurs, il a cherché la paix, mais le véritable problème, par exemple, quand il y a eu le forum de Brazzaville, ça s'est passé un peu dans la précipitation. On n'a pas pris en compte tous les aspects et cela n'a pas donné les résultats qu'il fallait. Mais une chose est certaine, il avait l'autorité nécessaire pour cette médiation. Le président Denis Sassou Nguesso assure le suivi des accords entre Centrafricains à travers l'organisation du Forum de la réconciliation nationale. Alors les deux chefs d'État devraient s'entretenir donc sur cette question de la sécurité dans la région des Grands Lacs et en Centrafrique. Brice Zamba, d'après vous, le président congolais a-t-il été efficace dans ce rôle de médiateur ? Écoutez, moi je pense que l'efficacité c'est mesure sur le résultat. Voilà, c'est-à-dire que pour dire qu'il a été efficace, il faut voir est-ce que en Centrafrique aujourd'hui les conditions de sécurité sont réunies, les conditions politiques aussi, pour espérer un avenir politique dans ces pays. Donc je pense que le travail est encore à faire. En tout cas, la volonté n'y manque pas. Je crois qu'il faut être honnête. Le président Denis Sassou Nguesso, comme je l'avais dit, il ne faut pas le sous-estimer, c'est un animal politique. C'est quelqu'un qui sait que dans la sous-région, depuis la mort du président Bongo, il y a une sorte de vacance de leadership. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui le sait et qui donc, pour espérer combler ses vies, apparaît chaque fois que cela est nécessaire comme étant incontournable pour résoudre certaines crises qui peuvent apparaître. Donc est apparue la crise centrafricaine, le président Denis Sassou Nguesso l'a saisie et donc dans cet élan a donc organisé ces forums pour réconcilier les différentes factions qui étaient en conflit en Centrafrique et donc ce qui est une bonne chose, il faut le dire, dans sa stratégie bien sûr. Et donc cela s'est passé, mais on oublie d'évoquer le couac parce qu'il y a eu quand même un couac par la suite, puisque le président Denis Sassou Nguesso, dans le dos de Madame Samba Panza, avait facilité une rencontre entre l'ancien président donc issu de la Séléka et l'ancien président Bozizé du côté du Kenya. Et Madame Catherine Samba Panza n'étant pas informée de cette rencontre, il y a eu quand même des difficultés diplomatiques en ce moment-là entre la Centrafrique et le Congo-Brazzaville. Bon, une fois que cela est dit, c'est pour dire que le président Denis Sassou Nguesso, en tout cas, essaie de se donner une carrure internationale pour être incontournable et compter dans le concert des nations. Ce qui n'est pas idiot pour quelqu'un qui est dans une stratégie de conservation du pouvoir. Maintenant, il faut dire la vérité, c'est que dans la sous-région, le président Déby a pris à la vérité une prépondérance qui est plus importante. Parce que le président Déby participe à la guerre contre Boko Haram, dont on sait les infiltrations par le Cameroun et certainement aussi, si on y prend garde, par le nord de la Centrafrique. Et son action, me semble-t-il, est plus efficace aujourd'hui et que c'est vrai la contribution importante en tout cas en hommes et en armes du Congo-Brazzaville. Mais je ne serai pas parfait dans mon intervention, en tout cas je ne tendrai pas plus à la perfection si je ne soulignais pas le fait que la sécurité de la sous-région, si le président Denis Sassou Nguesso y tient, il doit donc respecter la constitution de son propre pays. Parce que s'il ne le fait pas, il va lui-même générer une zone d'insécurité dans cette sous-région dont il s'est porté comme étant celui qui est le facilitateur de la paix et de la sécurité, et ça me semble contradictoire. Donc je pense que dans ces rôles qu'il s'est donné à lui-même, il est donc obligé de respecter cette obligation de paix dans son propre pays,
en évitant de braver la population congolaise et en créant donc une zone de conflit. Maintenant, il faut quand même dire aussi que ces élans de sécurisation de la sous-région dépendent toujours des financements étrangers. Donc quand on sait tout l'argent que les pays de la sous-région engrangent avec les dividendes qui leur sont reversés de la vente des matières premières, on peut s'étonner qu'il n'y ait pas suffisamment de moyens financiers qui sont mis en avant pour assurer l'effectivité de la sécurité de la sous-région. Donc je terminerai en disant que le président Denis Sassou Nguesso assure en fait rentre dans un rôle de facilitateur de la paix dans la sous-région. Ça participe à sa stratégie d'être incontournable dans la sous-région et donc d'espérer durer au pouvoir, et que ces faisant, il est obligé par là d'être un homme de paix chez lui, c'est-à-dire en respectant la constitution que son peuple a votée. Alors Alfred, pour revenir à la crise centrafricaine, ce cas où le président congolais est toujours donc le médiateur de cette crise centrafricaine, il a effectivement organisé des pourparlers qui ont été qualifiés de parallèles par les autorités de transition en Centrafrique. Est-ce qu'il a fait une erreur ? Je pense effectivement que là, pour le coup, Denis Sassou Nguesso avait manqué de flair politique. Il ne pouvait pas en même temps organiser une conférence de réconciliation, de paix, enfin de consolidation des acquis des accords de Libreville, n'est-ce pas, à Brazzaville, et en même temps organiser à Nairobi cette rencontre entre Djotodia et puis Bozizé. Ça a été une erreur de calcul politique, de flair politique, mais ma foi, on est revenu depuis sur cette erreur-là, puisqu'il y a eu le forum de Bangui. En réalité, c'est au bout du compte qu'on va juger justement de l'efficacité de cette médiation, c'est-à-dire dans la poursuite de ce processus de pacification et puis de retour à l'état de droit en Centrafrique. Il y a ce processus qui est en cours, donc il y aura, je crois, le référendum sur la loi constitutionnelle pour permettre justement qu'il y ait des élections après et que la transition s'arrête, et puis comment les anti-Balaka et les ex-Seleka vont être intégrés, à la fois démobilisés, désarmés, et puis intégrés dans la vie civile, ou ceux qui ne le pourraient pas être intégrés dans l'armée centrafricaine, et puis comment on gérera justement l'après-transition, le problème des troupes de la FOMAC, enfin de l'Afrique centrale qui sont là, et puis des Nations Unies, comment tout cela va se gérer dans la suite. Ça, c'est important. Et je pense effectivement qu'il est aussi important de rappeler que c'est bien de s'occuper de la paix, de la sécurité dans les pays avoisinants, environnants. C'est encore mieux de l'assurer chez soi en respectant la constitution de son pays. Alors, messieurs, nous allons rejoindre tout de suite notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré qui se trouve à l'Élysée à Paris. Donc Marie-Angèle va nous en dire plus sur l'ordre du jour des discussions entre le président congolais et le président français. Oui, effectivement. Alors, je me trouve justement au Palais de l'Élysée. Le président Denis Sassou Nguesso, vous le voyez, il y a plein de monde autour de nous, on peut même entendre ces personnes. Alors, le président Denis Sassou Nguesso a eu un entretien en tête-à-tête avec le président François Hollande. Et justement, là, il est en entretien avec également les membres de la délégation congolaise qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Plusieurs sujets sont prévus, ont été discutés pendant ces trois. Le premier, c'est notamment la résolution de la crise en Centrafrique, parce que, rappelez-vous, le président Denis Sassou Nguesso a été très impliqué dans la résolution de cette crise, il a même été médiateur, il a rencontré les différentes parties prenantes, donc l'occasion est donnée de pouvoir en rediscuter avec le président François Hollande, qui a fait agir également la force centrafricaine en Centrafrique. Deuxième point, et non des moindres, la préparation du sommet sur le climat, car il se trouve que dans quelques temps, va être organisé ce sommet ici en France. Il faut se poser la question de savoir si cette fois-ci la voix de l'Afrique sera entendue. Parce que comme vous le savez, l'Afrique est le continent qui pollue le moins, qui subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Donc l'objectif de cette conférence est de contenir à 2% le réchauffement global. Et enfin, le dernier point, bien sûr, c'est la question du dialogue inclusif au Congo qui sera organisé à partir du 11 juillet et qui aura pour objectif d'évoquer notamment la gouvernance électorale et la réforme des institutions. Voilà un peu ce qui a été discuté entre le président François Hollande et le président Denis Sassou Nguesso.
Merci Marie-Angèle. Je rappelle que vous êtes envoyée spéciale au palais de l'Élysée à Paris, en France. Brice, envoyée spéciale Marie-Angèle Touré nous a rappelé donc l'ordre du jour de ces discussions, donc partenariat économique, le climat, la conférence sur le climat qui aura lieu à Paris en fin d'année, mais également, comme on le disait, donc la sécurité dans la région des Grands Lacs. D'après vous, pourquoi est-ce que le président congolais est un interlocuteur privilégié quand il s'agit de sécurité en Afrique centrale? Oui, je venais de l'évoquer, hein, c'est que le président Denis Sassou Nguesso, il faut le dire, aujourd'hui apparaît, puisqu'il s'est impliqué, comme on l'a dit tout à l'heure, en Centrafrique, et donc on pense que si le Congo est stable, cela peut avoir des effets vertueux sur les pays avoisinants, donc le pays qui est quand même immédiatement adossé au Congo par la Likwala, c'est la Centrafrique. Donc la stabilité du Congo est très importante pour espérer prolonger les effets de la stabilisation de la Centrafrique. Donc de ces faisant, le président congolais était un maillon important dans la stabilisation de la sous-région. Donc cette question, je pense que c'est une carte que le président Denis Sassou Nguesso entend jouer, et d'ailleurs qu'il est en train de jouer avec brio, et c'est une carte qui, à mon sens, est un couteau à double tranchant, parce que au même moment que ça peut servir, ça peut le servir, ça peut aussi le desservir, dans le sens où on pourra lui dire, et à raison, que puisqu'il s'agit de la sécurité du Congo pour que ça répercute sur la sécurité de la sous-région, dans ces conditions, Monsieur le Président, respectez la Constitution pour qu'il n'y ait pas de troubles au Congo-Brazzaville, et que c'est parce que s'il y a des troubles au Congo-Brazzaville, il est indubitable que ces troubles vont se répercuter dans la sous-région. D'ailleurs, l'avait évoqué ici Monsieur Chongo, que l'Angola, et c'est pas un hasard, si le chef d'État français est passé par l'Angola, pour précisément souligner qu'il n'était plus nécessaire, si dans le futur il y a des crises, que l'Angola intervienne, parce qu'il y a toujours ces soucis de stabilisation de la sous-région. Alors, Alfred, d'après vous, pourquoi est-ce que le président français, enfin, en tout cas, est-ce que le président français a une confiance dans le président congolais quand il s'agit de sécurité dans la sous-région? Alors, je veux dire que jusqu'à présent, c'est le président Idriss Déby qui est la figure de proue justement de cette question de la sécurité en Afrique centrale, et puis en Afrique en général. On le voit sur tous les fronts. Les troupes tchadiennes, très aguerries, sont sur tous les fronts de la lutte contre l'insécurité en Afrique, contre le terrorisme, contre le djihadisme, etc. Et je pense qu'au fond, pour ce qui est de l'Afrique centrale, et en particulier de la Centrafrique, c'est le fait du désengagement justement de Idriss Déby, ou de sa récusation par un certain nombre de partenaires centrafricains, qui a fait que justement on a refilé le bébé, si j'ose dire, à Denis Sassou Nguesso. Non, François Hollande est très pragmatique. Il est très pragmatique. Il analyse, il regarde les situations, et il sait au fond que d'un côté, Déby étant engagé dans plusieurs autres fronts, s'il peut s'appuyer sur Denis Sassou Nguesso pour arriver justement à la stabilisation de la région d'Afrique centrale, pourquoi pas? Donc c'est une question vraiment de pragmatisme politique que de confiance absolue en quelqu'un. Mais ma foi, il faut un minimum de confiance pour justement travailler ensemble. Quand on sait que de l'autre côté, évidemment, Paul Biya aussi, c'est un autre garant de la paix et de la stabilité de l'Afrique centrale, mais que le Cameroun est en proie aussi à Boko Haram, donc que Paul Biya ne peut pas être partout à la fois, et effectivement, dans ce vide-là, Denis Sassou Nguesso apparaît comme l'un des partenaires avec qui il faut dialoguer, avec qui il faut travailler. Brice Samba, on dit souvent que le président congolais a une certaine autorité auprès des instances des autres pays de la sous-région. Est-ce que c'est une réalité? Oui, je pense que c'est une réalité qui n'est certainement pas absolue, mais c'est quand même une réalité, parce que, vous savez, le président Denis Sassou Nguesso a souvent des largesses. Il lui arrive d'être pris par un sentiment de générosité extraordinaire et de penser que mieux vaut aider ceux qui sont loin que ceux qui sont près. Et donc, dans cet élan de générosité extraordinaire, donc il fait des dons,
voilà, d'argent. Tout à coup, il pense que tiens, j'ai envie de faire plaisir, et il fait des dons, beaucoup d'argent en tout cas, qu'il a, par exemple, à un moment donné, c'est lui qui a assuré le paiement des salaires des fonctionnaires centrafricains, en tout cas. Et il a fait aussi un don d'argent important, je n'ai plus le montant, au président Ouattara, donc à la Côte d'Ivoire, et dernièrement aussi au Niger. Donc ces dons d'argent ne sont pas innocents, parce qu'il faut partir toujours du principe que le président Denis Sassou Nguesso est un stratège politique accompli. C'est-à-dire qu'il sait que quand il y a des personnalités politiques, des chefs d'État qui émergent, soit dans la sous-région ou même un peu plus loin du côté de l'ouest de l'Afrique, il est important de pouvoir avoir leur gentillesse, leur amabilité en venant à leur secours. Donc le fait d'aider financièrement, ça lui permet d'avoir une certaine influence sur les gens qui l'aident, et donc espérer avoir des retours d'ascenseur au sein des instances sous-régionales. Donc ça, c'est un jeu politicien que le président Denis Sassou Nguesso pratique très bien, et donc il arrive, c'est vrai, que le président Denis Sassou Nguesso puisse quand même avoir beaucoup d'influence, avoir quand même de l'influence au sein des instances aussi bien de la CEMAC que même au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et sur ces points, je pense que il faudrait aussi quand même tenir compte de cela, et c'est toujours cette dimension que le chef d'État congolais a, de toujours vouloir se donner une stature internationale importante, incontournable au niveau de la scène internationale. Donc il s'est joué sur ça, mais je pense qu'une fois encore, il ne suffit pas donc de venir en aide pour que les personnes qui vous sont redevables prennent des risques qui peuvent leur coûter elles-mêmes leur influence nationale et même internationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne verrai pas un chef d'État, même s'il a reçu beaucoup d'argent de Denis Sassou Nguesso, monter au créneau et dire que je soutiens le changement de constitution au Congo-Brazzaville. Ce serait quand même diplomatiquement une erreur. Merci Brice Zamba.